Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre mercredi politique de cette semaine. Le Bénin traverse actuellement une période délicate de son histoire sociopolitique au point où l'on a enregistré il y a de cela quelques jours des actes qui ne rehaussent pas vraiment l'image de ce pays. Des bâtiments administratifs ont été agressés, des sociétés privées ont été incendiées, des biens de l'État et des particuliers ont été détruits, laissant aux étrangers une image d'une nation désunie avec des citoyens peut-être violents. Et pourtant, c'est de notoriété universelle que ce pays est une terre vraiment hospitalière où règne amour du prochain, respect du bien-être et du bien public et une grande foi en les institutions de l'État, quels que soient les désaccords éventuels entre les acteurs. Ce qui a d'ailleurs érigé ce pays au rang des nations les plus stables au monde. Et lorsqu'on en arrive à des actes de violence dans ce pays et de cette manière, l'on peut se demander finalement, mais où est passé notre patriotisme? Ce soir, nous allons revenir sur ces valeurs cardinales qui ont toujours caractérisé le citoyen béninois au fil des ans, au point où certains analystes avisés parlent même du génie béninois, fin de citation. Quelles sont donc les attitudes à avoir en tant que bon citoyen pour préserver la paix dans le pays malgré les mécontentements éventuels? C'est toute la grande préoccupation au cœur de cette émission. Et pour la décortiquer, j'ai sur ce plateau honorable Yacoubou Malekhossou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale, mais il y a de cela quelques années, vous vous êtes personnellement retiré de la scène politique et vous êtes dès lors devenu une personnalité religieuse. Vous avez d'ailleurs créé une fondation du nom de la Fondation Malekhossou, que vous présidez d'ailleurs. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci. Et en face de vous, Bertien Dimiton Lali, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un coach patriotico-républicain, vous êtes un psychologue, un pédagogue aussi, puisque vous êtes un enseignant à la retraite. Merci de votre présence sur ce plateau aussi. C'est moi que vous remercie. Et enfin, sur ce plateau, Félix Dansoudossa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un acteur politique, puisque vous êtes membre du parti Union Progressiste, mais vous êtes aussi enseignant, et c'est surtout en cette qualité que vous êtes présent sur ce plateau. Merci de votre disponibilité. Je vous remercie aussi. Et je commence justement avec vous, Félix Dansoudossa. Aujourd'hui, peut-on continuer à être fier en tant que Béninois? Oui, oui ou non? Oui ou non, parce que je profite de cette occasion d'ailleurs pour féliciter le peuple béninois pour sa maturité. Je félicite le peuple béninois pour son courage, sa détermination de ne pas voir notre pays dans les cendres. Et ça fait plaisir. Je remercie le peuple béninois pour son sens de retenue. Et je salue vraiment le gouvernement béninois pour la tempérance avec laquelle cette crise a été, n'est-ce pas, encadrée, a été gérée et continue d'être gérée. Je pense que le peuple béninois est déjà mûr aujourd'hui. Sinon, tout ce qui est passé, ça pouvait s'enflammer pire que ça. Donc, c'est pourquoi je dis, je suis fier d'être béninois. Voyez-vous? Mais et ça m'intrigue aussi parce que je n'ai jamais vu quelque chose du genre. Il y a conflit, ça c'est vrai. Mais ces genres de conflits, je n'ai pas trouvé l'enracinement dans le développement de notre pays. C'est là où ça m'intrigue, moi. Et c'est justement, peut-être à la longue, on peut développer. Voilà, c'est justement l'intérêt de cette émission. Nous allons voir un peu les caractéristiques de ce peuple béninois au fil des années et nous allons aussi faire l'état des lieux. Bertien Dimiton Lali, êtes-vous aussi fier d'être béninois à l'heure qu'il est? Merci et je salue les téléspectateurs. Je suis citoyen béninois. Et ce n'est pas un hasard que ce soit ici au Bénin que je suis tombé. Donc, c'est ici que je dois, ici et maintenant que je dois m'accomplir. Alors, fierté ou pas fierté, ce qui importe, c'est de faire face à l'expérience, gérer cela suivant la loi
Je dis bien suivant la loi de l'amour. Et je fais un clin d'œil à la Croix-Rouge, au Croissant Rouge. C'est la journée internationale justement de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge, le sujet, ça doit porter sur l'amour. Bien sûr. Je pense bien. Donc, je mérite d'être béninois. Et quel que soit ce qui m'arrive, l'important c'est de me rappeler que ce n'est pas un hasard que je suis ici, ce n'est pas par hasard que je suis ici. Je dois faire preuve de discernement. Je tire les leçons pour m'armer et bien avancer. On ne se construit pas qu'avec le bonheur. Non. Donc, c'est une expérience. Je pense que le Tout-Puissant va faire sa volonté et faire de chacun de nous. En tout cas, nous allons continuer. Il va continuer à faire de nous ses fils dignes. D'accord. Je suis optimiste. Très bien. Honorable Malekhossou, c'est une question commune pour tout le monde. Quelle est votre réponse? Merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs. Oui. Et je profite de l'occasion pour demander du calme aux parents des victimes. J'aurais appris qu'il y a eu 1 ou 2 morts. Même si c'est une seule personne, je demande à ces parents-là que c'est Dieu qui a voulu comme ça, du calme. Ensuite, il y a eu des blessés. Je n'ai pas vu. Eux aussi, je leur demande bonne guérison. Pour revenir sur votre question, c'est que, qu'en soient les circonstances, moi je suis fier d'être béninois. Je n'étais pas au pays quand les événements se sont passés. Et le jeudi 2, je suis obligé de faire un demi-tour. Parce que même s'il y a quelque chose, je préfère vivre avec mes parents. Donc cela ne s'est jamais produit. Si j'ai bonne mémoire, c'était en 63, mais pas en tant que tel. Et cette fois-ci, il y a eu beaucoup de dégâts. Et c'est ça qui me fait mal. Et ceux qui ont eu le courage de brûler, de casser les maisons, s'ils savent la punition qui les attend auprès de Dieu, même si c'est milliards, ils ne feront pas. Parce que Dieu a été clair. Je suis musulman et peut-être on va partir dans le développement. Mais l'essentiel, c'est que vous êtes fier de votre nationalité béninoise. C'est vrai. Bertin Dimiton Lali, il y a certaines valeurs qui caractérisent les citoyens béninois en général, notamment le respect entre citoyens, tout simplement, le respect mutuel entre hommes. Aujourd'hui, quelle est la place qu'occupe cette valeur-là dans nos pratiques? Merci pour la question. Au fait, cette valeur, le respect les uns pour les autres, existe toujours. Mais si ce n'est pas partout partagé, consciemment ou inconsciemment, parce que nous ne sommes pas toujours maîtres de tout ce que nous faisons, d'ailleurs, raison pour laquelle il faut cultiver la vie intérieure. La conscience est le seul état qui mérite d'être pris en considération. Il faut élever son niveau de conscience. Vous voyez, tout d'abord, moi, je vais du côté de la psychologie de la citoyenneté. C'est à moi-même, parent, de savoir si cette grossesse-là, que je mets là, si je veux qu'un bon citoyen en sorte ou non. Parce qu'il y a la préexistence. Avant même que deux personnes ne se rencontrent pour décider, nous allons rester ensemble. Rien n'est au hasard. Alors, quelles sont les conditions qui ont prévalu autour de cette rencontre-là? Quand vous allez en psychiatrie, je ne vous souhaite pas ça, mais on peut aller par routine pour vérifier ces choses-là. Les psychiatres vous posent des questions. Les psychologues vous posent des questions. Quelles sont les conditions qui ont prévalu
avant votre naissance, etc. Ça veut dire que nous avons un passé. Alors, et vous voyez, les ressources se font rares, la vie se fait de plus en plus dure, l'instinct de survie nous amène à faire n'importe quoi pour survivre. Raison pour laquelle, malgré l'éducation donnée dans nos mosquées, dans nos écoles, dans nos églises, etc., et malgré la bonne volonté de certains parents, malgré le sacrifice qu'ils font, le milieu a toujours d'influence sur l'individu. Donc ce qu'il faut, et je ne dévance pas cela, on va y arriver, c'est de renforcer aujourd'hui le terrain psychologique de l'individu. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Etc. Ne désespérons pas. D'accord. Ouais. Alors, Félix Dansou-Dossa, le respect entre personnes, tout simplement, dans, on va dire, le même quartier, dans le même village, c'est primordial. Mais en quoi ça a fait avancer une société, notamment celle béninoise? Oui, ben, tout d'abord, je me pose une question. Est-ce qu'il y a le respect même envers son prochain aujourd'hui? Parce que on l'enseigne dans les mosquées, on l'enseigne dans les églises, on l'enseigne un peu partout dans les familles. Mais rares sont des familles qui enseignent cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier centre de formation de l'homme même, c'est sa famille. Voyez-vous? Et l'arbre ne peut que produire son fruit. Si dans une famille il y a la méchanceté, les enfants qui sortiront seront toujours méchants à l'origine. Ce n'est qu'à l'évolution dans l'école, dans la rue, qu'il pourrait avoir de modifications dans les comportements. Vous voyez? Cela veut dire qu'il faut enseigner vraiment, il faut éduquer la famille. C'est très important, ça là. Et pour éduquer la famille aujourd'hui, il n'y a pas autre centre que les lieux de religion. Parce que c'est dans une religion que les familles se trouvent avant, n'est-ce pas, de procréer. Si on a reçu une bonne formation religieuse, on va pouvoir vraiment bien se comporter dans la société. Mais il y a des gens qui s'en foutent. Et c'est pourquoi je n'hésiterai pas à dire qu'aujourd'hui, les gens courent plus derrière l'intérêt personnel que l'intérêt général. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas trouvé l'intérêt général de notre pays, mais plutôt l'intérêt personnel. N'y a-t-il pas aussi la part de l'école dans cette éducation-là? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que la cellule la plus importante pour l'éducation, d'abord, c'est la famille. Quel est ce père, quelle est cette mère, comme le frère vient de dire tout à l'heure. Mais les enfants sortiront d'une famille. Et ceux qui connaissent ce qu'ils savent faire, ils vont commencer par le reproduire dans les milieux scolaires. Et c'est là où nous devons enseigner, faire revenir surtout la morale dans nos programmes d'études. Bien sûr d'ailleurs, mais il y en a. Il y en a, mais est-ce que des gens pratiquent? Puisque la pratique d'abord, c'est à partir des classes. La pratique, c'est à partir du maître lui-même. Je peux vous dire que cette discipline a été négligée. C'est pourquoi, de par mes réflexions, j'ai demandé de créer une nouvelle école. Et quand vous rentrez dans cette école aujourd'hui, vous allez voir l'éducation du civisme. C'est très important. Depuis 5 ans que j'ai créé cette école, c'est comme ça. Et nous avons constaté que les enfants sont plus corrects que les autres. Et tenez-vous très bien, quand ils vont à l'examen, ils sont tous bien. Je ne vais pas faire la publicité ici. Mais c'est parce que le civisme les a amenés à se respecter, à respecter leurs parents, à respecter les enseignants. La morale les a amenés également à savoir ce qu'ils deviendront demain. Et c'est de par cela que nous aurons un citoyen bien formé pour la construction de notre pays, tout en bannissant de leur cœur l'intérêt personnel. Bien sûr, la rue forme, mais je vous dis que l'école est là pour pouvoir
enlever, n'est-ce pas, le mauvais grain, n'est-ce pas, du cœur des enfants pour que le bon grain puisse y rester. Très bien. Félix Dansou-Sosa, tout à l'heure dans son analyse, a indexé un peu la religion. Honorable Yacoub Malekhossou, vous êtes une personnalité religieuse. Quelle est justement la responsabilité, sans pour autant stigmatiser une religion au détriment d'une autre? Je vous sais très tolérant en matière de la religion. Quelle est justement la responsabilité de toutes les religions dans l'éducation de l'homme pour le respect entre citoyens? Non, comme mon directeur vient de dire, c'est à partir des parents. C'est à partir des parents et le moral a déserté le forum. Et dans nos écoles, on n'enseigne plus le moral. Ça, je vous le dis. Moi, je n'ai pas eu la chance de fréquenter beaucoup. Mais jusqu'en CM1, je crois que la première des choses, c'est le moral d'abord. Comment se comporter envers les parents. Comment se comporter avec les maîtres, tes collègues. Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Maintenant, en ce qui concerne les religieux, nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Moi, j'ai des écoles coraniques. Et la première des choses, c'est la discipline, le respect. Le respect mutuel. Il n'y a plus ça maintenant. Donc, j'invite les religieux, tous les religieux, à commencer à éduquer nos enfants, les fidèles, je vais dire. Parce que ce qui s'est passé, moi, je ne suis pas du zèle, hein, mais tu ne peux pas trouver quelqu'un de ma famille dans ça, là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à partir de notre maison qu'il faut éduquer les enfants. Et après, maintenant, les religieux. Très bien. Alors, on va aussi parler du respect du bien public, puisqu'on a parlé du respect entre citoyens. La nation a des symboles. Nous savons qu'il y a des places publiques, des bâtiments administratifs, où nous allons même parfois accomplir des formalités. Quel est justement le respect qu'on doit avoir envers ces biens publics-là? Non, mais pas, ça, c'est déjà trop loin. Un fonctionnaire qui est payé par l'État, il doit mettre dans le cœur que ce n'est pas l'État qui lui a commandé le travail, c'est Dieu. Si on te dit de travailler de 8h à midi et tu es resté là sans rien faire et tu auras le salaire, mais ce que tu vas faire avec ce salaire-là, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux rien réaliser avec que celui qui te commande le travail, c'est Dieu. Si vous êtes là maintenant, votre directeur n'est pas là. Il n'est pas en train de voir ce que vous êtes en train de... Mais Dieu est en train de tout voir. Les anges sont en train de tout noter. Cela veut dire que celui qui est en train de casser le bien d'autrui, il se fait du mal. Et moi, je vais vous donner un petit exemple. Oui. J'ai quelqu'un qui a incendié, il a mis le feu dans un camion citerne. Il est venu ici, il a pris le carburant au port et il a vidé à quelque part. Ça fait un peu longtemps. Après avoir vidé et vendre le produit à quelqu'un, il a mis le feu dans le citerne, sur la voie Cotonou-Abomey. Le camion est brûlé totalement. 3 ans après, je l'ai rencontré, je sais que c'est un camionneur. J'ai dit, mais pourquoi tu ne conduis plus? Il me dit, Aladji, j'ai commis des erreurs. Quelle erreur? Et il m'a expliqué ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu 2 de mes époux après ça. Mais à qui je vais converser? À qui je vais? J'ai perdu 2 épouses. J'ai perdu 2 dans moins de 3 ans. J'ai encore 3 enfants qui sont gravement malades. C'est qu'il est venu me demander de l'argent. Et c'est pourquoi il est en train de me poser le problème pour expliquer ce qu'il a semé. Parce que ce que tu sèmes, demain tu vas récolter. Et je lui ai dit, mais la seule chose, c'est d'aller voir ton patron. Il dit qu'il est à Niamey. Je lui ai donné de l'argent. Va voir le patron. Il dit, patron, ce qui s'est passé là, c'est moi-même.
bien vrai, il dit l'assurance. Il dit non, va lui dire ça. Sinon, tu ne peux pas être parlé. Il est parti là-bas. Ce que je dis maintenant, ça a 3 ans à peu près. Mais il s'est retrouvé. Donc, celui qui a incendié volontairement, celui qui a cassé volontairement, c'est de génération en génération. C'est dit dans les prophètes du prophète Mohammed, si tu incendies, si tu brûles volontairement, ça fait 5 générations. Tu vas payer. Ton fils va payer. Le fils de tes filles vont payer. Ça, c'est clair. Donc, si les religieux arrivent quand même à expliquer aux fidèles, il ne faut pas faire ça. Je vous ai donné l'exemple du travail. Les gens travaillent pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 30 ans, ils n'ont rien réalisé. Parce que le travail qu'on lui a confié, il n'a pas fait ça correctement. Donc, c'est les fidèles qui doivent écouter les supérieurs religieux. Très bien. Ce qui est interdit, c'est interdit. Il ne faut pas le faire. D'accord. Bertin Dimiton-Lali, par rapport à la question du respect du bien public. Voilà, le respect du bien public. J'ai tout à l'heure parlé de l'enfant. Dans la famille, est-ce que, puisque l'enfant, la première chose dont il a conscience, c'est l'espace familial, est-ce que les parents même privilégient l'amour? Est-ce qu'ils se respectent les deux? Est-ce qu'ils ont imprimé le respect les uns les autres à la flatterie? Le climat entre frères et sœurs, c'est là. La famille est la cellule de la société. Donc là, il faut une parentalité responsable. Il faut une parentalité citoyenne. Ça doit partir de là. Et quand notre enfant sort, il saura, n'est-ce pas, parer au coup, aux pressions, à l'uniformité. Est-ce que vous voyez? Mais nous parlons de religion. C'est le lien avec son Dieu. Et toutes les religions prêchent l'amour. Aime ton Dieu, aime ton prochain, aime ton Dieu, aime toi-même, aime ton prochain, comme toi-même. Et je résume cela dans 2 lois de Maybury, un psychologue américain. Et, bon, il a fait beaucoup de recherches, pas que dans la psychologie. Il résume l'amour en ceci: respectez tous vos engagements et ne portez atteinte ni aux personnes ni à leurs biens. Alors, nous parlons de citoyenneté. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai un lien envers ma cité, ma communauté, mon pays, mon État. Et c'est comme on aime une femme. On dit ouayiyi, acceptation, accueil de l'amour, du parfum d'eux. C'est comme dans un mariage. Moi, citoyen, et mon pays. Je dois connaître les lois de mon pays, mes devoirs, mes obligations, mes droits. Je dois les connaître et m'y conformer. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas pour rien que c'est au Bénin ici que je suis tombé. Nous devons savoir tous que nous sommes chacun des pèlerins. On circule il y a longtemps. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce que la loi de mon pays dit? Pour vivre en communauté, mais il faut vivre en harmonie. Le vivre ensemble, ça se cultive. Et c'est depuis la maison. Les parents doivent donner l'exemple. Déjà, quand on exerce de la violence sur l'enfant, l'enfant là va penser que la violence, c'est une valeur. Une femme passait la fois dernière et blaguait avec quelqu'un, disait « Tamento ekpeya ». Et son enfant qui courait après, elle a dit aussi « Tamento ekpeya ». On ne dit pas ça aux grandes personnes. Je dis « Madame, elle va à votre école ». Est-ce que vous voyez? C'est ça. Et je vois souvent que nous donnons tort aux enfants alors que tout vient de nous aussi.
À travers notre manière de vivre et notre éducation. L'enfant est né pour copier. Il veut plaire à l'adulte. Ce que l'adulte prend comme valeur, lui aussi veut prendre ça comme valeur et plaire à l'adulte. Et être adulte psychologiquement parlant, c'est savoir se gérer. Ne pas se comporter en émotion, en éponge émotionnelle et aspirer tout de son environnement. Non, il faut savoir tamiser, choisir. Discerner. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce aimable? Je dois me poser ces 3 questions-là et obtenir oui, avant de penser, avant d'agir, avant de parler. Il y a 3 mots forts qui forment la devise nationale. Félix Danso-Dossa, on parle de fraternité, de la justice et du travail. Aujourd'hui, est-ce que réellement, lorsqu'on dit fraternité, justice, travail, ça transparaît dans notre vécu quotidien? Non, et voilà, je vais comparer, n'est-ce pas, ce que vous venez de dire tout à l'heure à ce qui s'est passé le 1er et le 2 mai. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que quelque part, je ne suis pas fier d'être du Bénin dans la mesure où les actes qui ont été posés m'ont intrigué. Pourquoi? À cause de la source de ces conflits. La source de ces conflits. On ne peut pas parler de justice sans parler de la loi. Quand vous êtes dans une société, vous devez respecter la loi avec laquelle on doit gérer la société. C'est très important. Mais sous d'autres cieux, nous avons toujours constaté que c'est le président de la République qui cherche à passer outre la loi et les citoyens se soulèvent. Dans mon pays, je constate que le président de la République, bien le gouvernement, dit qu'on doit appliquer la loi et les citoyens disent oh non. Nous sommes dans quel pays alors? Ça m'intrigue, ça me fait mal. Vous voyez? Écoutez, moi je vais laisser la cellule, je vais laisser la famille. Ceux qui doivent être cités comme des gens sages, des gens qu'on doit respecter, des gens qui doivent nous donner des leçons. Ceux-là qui doivent apaiser, n'est-ce pas, toutes les inconsciences. Ceux-là qui sont appelés à étouffer tous les feux sont devenus source de conflits. C'est ça qui m'intrigue. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de justice dans la mesure où les gens veulent piétiner la loi. Bien, par rapport au travail, il a dit tout à l'heure le député honorable Malekoso, je vous ai dit que la morale a déserté le forum. Je vous ai dit que ce qui se passe, ce n'est pas sérieux. Voilà, nous venons de voir que le conflit qui a eu lieu est un conflit issu de l'intérêt personnel. Ce n'est pas de l'intérêt général. Si vous êtes un bon citoyen, vous devez marcher selon l'intérêt général du pays avant d'y, n'est-ce pas, traiter votre intérêt. Bon, mais quand vous embauchez les jeunes, aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, j'en ai embauché beaucoup et j'en ai beaucoup, mais il y a aussi beaucoup qui trahissent en détournant. Donc, le détournement est un synonyme de ce qui s'est passé le 1er et le 2. Parce que celui qui a souffert, par exemple, ETélé, celui qui a créé ETélé a souffert, il vous a mis, il dit venez construire avec moi. ETélé était, je suis venu ici il n'y a pas longtemps, j'ai vu des modifications lorsque j'assiste à ce débat maintenant. Donc cela veut dire qu'il y a évolution. Vous construisez avec le promoteur. Mais lorsque le professeur constate que vous détournez, ça veut dire que vous participez à la destruction. Et c'est ce que le gouvernement de Patrice Talon combat ça. Nous voudrons construire notre pays. Maintenant, ceux-là avec qui on doit construire le pays, qui ont œuvré même pour la construction,
Nous avons vu les présidents, les anciens présidents dans ce pays, ils ont beaucoup travaillé. Je vois un peu là où vous voulez en venir avec votre développement, mais est-ce que l'analyse que nous faisons, est-ce que ça ne devrait peut-être pas dépasser même un régime en place? Est-ce que ça ne devrait pas être un système permanent? C'est ce que je voudrais dire. Mais il faut semer d'abord. Il faudrait que quelqu'un serve d'exemple. Il faudrait que quelqu'un serve de modèle que nous allons emprunter désormais. Nous avons toujours crié l'impunité dans notre pays. Il faut que quelqu'un arrive pour dire arrêt, pour que les autres qui viendront puissent continuer sur cette même lancée. Mais c'est ça même la moralisation de la vie publique. Mais si moi j'ai géré le pays et que je vais chercher des gens, je les soulève, je les incite à la révolte, je les dis d'aller casser ce que moi-même j'ai construit, vous voyez que c'est du vandalisme. Vous ne voyez pas que ça veut dire qu'ils ne sont pas des citoyens. Alors ben, je suis désolé de le dire. Ça me fait mal. Donc, il faut brûler, n'est-ce pas, des pneus plutôt, excusez-moi, sur les goudrons pour pouvoir noircir, pouvoir détruire, carboniser, ça fait mal parce que c'est notre argent. Et nos petits-enfants vont payer pour ça, n'est-ce pas? Nous avons passé de l'argent. Alors, ce n'est pas bien. Je pense que les revendications doivent emprunter quand même le dialogue, doivent emprunter d'autres voies. On va revenir tout à l'heure. Oui. Attendez, vous m'avez parlé de quelque chose, c'est très important. Allez-y. Hein? Mais nous ne pouvons pas détruire ce que nous-mêmes nous avons construit, parce que nous l'avons construit pour en jouir, n'est-ce pas? Hein? Ce ne sont pas les enfants de Dansou celles qui vont, n'est-ce pas, dans ces immeubles. Voyez-vous, ce ne sont pas les enfants du président de la République qui vont dans ces immeubles. Mais c'est pour nous tous. Si nous sommes pour la construction de notre nation, nous devons mettre, n'est-ce pas, tous nos efforts. On doit être en synergie. Et s'il y a quelque chose, nous pouvons les gérer autrement pour qu'on n'arrive pas là. C'est ce que je voudrais souhaiter. Très bien. Alors, honorable Malekhossou, tout à l'heure, j'ai énuméré un peu les 3 concepts forts qui forment la devise nationale, fraternité, justice, travail. Et à l'entame de cette émission, lorsqu'on a parlé du respect mutuel entre citoyens, c'est qu'on a déjà commencé à tutoyer le concept de fraternité. Mais qu'en est-il de la justice et du travail? Lorsqu'il y a vraiment justice et lorsque tous les citoyens travaillent, en quoi ça peut profiter à la nation? Non, je crois que les citoyens, tous les citoyens ne peuvent jamais travailler. Jamais, jamais. Donc moi, la justice, si je prends l'exemple des cassures, ceux qui ont incendié, ce n'est pas des agents permanents de l'État. Non, non, non. C'est des gens, c'est des chômeurs qui ont profité de la situation. Des diplômés sans emploi. Parce que on sait que nous avons une justice. Et si tu arrives à commettre des fautes graves, tu seras épinglé. Les gens le savent. Quand même, ils sont rentrés dedans. Mais la fraternité, s'il y a vraiment la fraternité, est-ce qu'on peut aller casser la maison de l'autre? Il n'y a pas la fraternité. Il n'y a plus la fraternité. Et dans tout ça là, on a constaté que c'est la politique. C'est la politique d'intérêt personnel. Comme vient de me dire le directeur Dansou, c'est l'intérêt personnel. Je ne suis pas au pouvoir. Moi-même, je veux le pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire? Et les politiciens sont chez eux. Moi, je ne peux pas dire que, bien vrai, nous avons lu beaucoup de choses par les réseaux sociaux. Mais je connais les télés. Tu ne peux pas trouver un télé et que les anciens présidents ont demandé à la population d'aller dans les rues. Non, ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc, vraiment, il faut que les gens arrivent
à canaliser les réseaux sociaux. On va revenir tout à l'heure à l'usage des réseaux sociaux puisque ça s'impose presque aujourd'hui. Mais je suis presque persuadé qu'on peut en faire de bonnes choses. Mais revenons un peu au concept de la devise nationale, fraternité, justice, travail. Honorable Malekhossou, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être retourner encore à l'éducation des jeunes pour s'y concentrer afin d'inculquer réellement ces notions-là? Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Les jeunes qui ont cassé, est-ce que c'est des gens qui travaillent? C'est des gens qui ne travaillent pas. Maintenant, il faut les moraliser. Oui. Moi qui suis ici, j'ai souffert. Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai pas même le CEPE. Mais arrivé à Cotonou ici, j'ai fabriqué des briques. J'ai ramassé des ordures au marché d'Antokpa pour pouvoir vivre. J'ai travaillé au port. Mais maintenant, les jeunes ne veulent plus faire ça. On veut de l'argent facile. Si tu veux de l'argent facile, mais c'est très facile pour toi d'être auteur de ces actes de vandalisme. Donc, à la base de tout ça, c'est le moral. Il faut que nous éduquions nos enfants. Et celui qui n'a pas de travail et il dit, bon, je n'ai pas de travail, je suis diplômé, ça. Mais il faut créer d'emplois. Il faut créer d'emplois. Moi, je connais beaucoup de personnes qui fabriquent des savons liquides avec 20 000, 30 000. Donc, les gens ne veulent rien faire. À cause de la politique, on veut de l'argent facile. Il faut que cela cesse. Très bien. Donc, je crois que vraiment, il faut que les jeunes prennent conscience. C'est malheureux pour nous. Bertin Dimiton-Lali, la devise nationale, qu'en faisons-nous aujourd'hui? Fraternité, justice, travail. C'est un système de valeurs, parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de valeurs chez nous ici. Si nous prenons l'aube nationale, Oui. beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que je l'adore. Hein. Chaque enfant chante ça au moins 50 fois par an. Est-ce que vous voyez? Alors, ce ne sont pas des valeurs les mieux partagées. Et je l'avais dit tantôt, l'enfant est le père de l'homme. Est-ce que la fraternité, on lui a accordé sa valeur dans le cercle familial? C'est ça. Qu'est-ce qui fait sentir à l'autre qu'il descend du même sang que son frère ou sa sœur? Justice. Est-ce que j'agis de telle sorte que mon enfant acquiert le sens de justice? Travail. Tout enfant bien né ne naît jamais paresseux. Et vous allez voir que c'est nous les parents qui cherchons à éduquer l'enfant. Nous aimons éduquer l'enfant. Et éduquer, c'est faire preuve d'orgueil. Il faut accompagner l'enfant. Si vous ne pouvez pas vraiment supporter les jeux de l'enfant, les jeux en même temps travail de l'enfant, alors n'en concevez pas. Il y a responsabilité parentale. Est-ce que vous voyez? Donc, le sens de la fraternité, de la justice et du travail, je dis que il faut aujourd'hui une école pour les parents. Il faut aujourd'hui une école pour les parents. Parce que, vous voyez, tout se joue de 0 à 6 ans. Lorsque l'enfant est... C'est pas pour rien que quand il y a divorce, on ne laisse l'enfant au père, je pense, qu'après 6 ans. Hein. Je pense, hein. La justice. Oui. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas pour rien. Il faut connaître les lois qui régissent le développement de l'enfant et l'accompagner. L'enfant va copier les vertus dont je fais preuve. Il va copier les vices dont je fais preuve. Je pense que nous devons toujours revenir à nos parents. Nous avons l'habileté, le réflexe de reproduire sur nos enfants l'éducation que nous avons reçue. Ou bien si nous voulons réviser ça, nous n'en avons pas toujours le temps, ou bien nous faisons mal ça. Chaque enfant est une école. Formons le citoyen depuis la maison, le bon citoyen depuis la maison. Celui qui a créé l'Aube Nouvelle en disant « enfant du Bénin debout », par exemple dans le test, devrait faire allusion au travail.
Mais il a fait allusion au travail. Ouais. Et on devrait le savoir en tant que Plus fort citoyen. dans l'unité, chaque jour à la tâche. Tâche, c'est travail. Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. Est-ce que vous voyez? Pour la postérité, construisez sans relâche. On a des valeurs. Seulement que les enseignants que nous sommes, nous n'expliquons pas aux enfants les ressources dont dispose notre hymne national. D'abord, je dois revenir sur ceci. Quand l'enfant regarde à l'extérieur, c'est parce qu'on ne lui a pas fait découvrir ce qu'il a de bon en lui, ce qu'il a fait de bon chez lui. Le regard des enfants est trop tourné vers l'extérieur. On va revenir sur la passion pour... qu'est-ce que nous appelons comment nous appelons ça? Les réseaux sociaux aujourd'hui, les Android, oui. On va revenir. Nous allons aider l'homme à se découvrir. Et c'est le travail des psychologues, des coachs en développement personnel, etc. Je me réjouis que déjà, la faculté, les professeurs de l'université en psychologie et leurs choses là prennent déjà l'initiative. Il faut valoriser les métiers de l'esprit. Parce que c'est là l'homme, les métiers de la conscience. Très bien. C'est ça. Oui, monsieur Dansoudossa. Allez-y. Bon, voilà. Et nous n'avons pas encore effacé le sentiment colonial qui gisait en nous depuis l'indépendance. C'est-à-dire que quand vous finissez vos études, vous avez le travail, vous devenez bureaucrate, et directement. Aujourd'hui, cette réalité est déjà effacée. Puisque M. Malekhoso vient de dire tout à l'heure que ceux-là qui ont cassé les choses ne sont pas des travailleurs, des fonctionnaires, ce sont des, qu'on appelle les désœuvrés, ceux qui n'ont pas trouvé du travail. Mais ça, c'est vrai. Pourquoi ils n'ont pas de travail? Parce qu'ils n'ont pas de travail, on peut les recruter facilement pour aller casser les édifices publics. Alors ça ne nous profite pas parce qu'on a souffert pour construire. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord que les responsabilités seront fixées pour que ceux qui ont cédé à des jeux, à des pareils jeux, n'est-ce pas, puissent être punis en conséquence. Mais je vous dis, il faut que les Béninois sachent que nous avons déjà dépassé l'état providentiel. L'État n'est pas là pour toujours donner du travail. Nous avons en nous déjà ce que nous allons faire. Moi, j'ai découvert en moi la valeur de l'enseignement. C'est pourquoi tout de suite, je suis allé dans ce sens-là. Et je pense que tous ceux qui me connaissent ont su que j'ai contribué beaucoup au développement, n'est-ce pas, de ce pays à travers, n'est-ce pas, la formation des ressources humaines. Des médecins, des avocats, des magistrats sont sortis par mon établissement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous pouvons nous employer nous-mêmes. Au lieu de rester là pour dire qu'il n'y a pas de travail, Talon n'a pas créé, alors que tu peux faire quelque chose pour pouvoir subvenir à ton avenir. Il faudrait que chacun pense dans ce sens-là. Voilà. Très bien. Justement, je reste avec vous. On va approfondir un peu le concept de justice. On sait qu'il ne peut pas avoir de justice sans loi. Et il y a, au-delà de la morale qu'on nous enseignait au cours primaire, une autre leçon qu'on appelait le civisme, où on inculque aux apprenants de respecter les lois de la République. Aujourd'hui, qu'en est-il? Le respect des lois de la République. Et nous devons savoir qu'il y a 3 choses que nous devons enseigner dans nos écoles aujourd'hui qui sont indispensables pour la vie d'un individu. Il s'agit du civisme, la morale et de l'économie familiale. C'est très important. Moi, j'étais gêné lorsqu'un enfant est allé en Europe. Depuis là-bas, il questionne sa maman, il appelle sa maman pour dire mais comment on peut faire spaghetti, de bien vouloir lui montrer comment. Bon, il a mis l'eau sur le feu, alors qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire qu'il n'a pas appris avant de quitter ici. Il faudrait que nous fassions revenir ces valeurs-là dans nos écoles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on le fait, vous allez voir la sortie des enfants très sérieux. Moi, je suis surpris de me voir les enfants réussir, franchement. Donc, c'est pour vous dire que l'école a un grand rôle à jouer dans la formation des enfants. Ce n'est pas seulement leur inculquer
ce qu'on appelle la connaissance intellectuelle. Hein, on l'inculque, n'est-ce pas, comment nous allons, il faut réciter une leçon, et qu'est-ce qu'on appelle la science d'observation, et c'est tout ça. Il faut l'éducation. L'éducation, c'est la combinaison, hein, de l'enseignement, de la formation, et c'est l'homme complet, même ça. Voyez-vous, c'est ça qui manque aujourd'hui dans les écoles. Et on ne peut pas faire de l'éducation en excluant la morale, le civisme et le truc là. Et j'ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas parler de la justice si on ne respecte pas la loi. Si la loi dit ceux qui iront aux élections doivent être, parce que nous appelons aux enfants les élections, législatives, présidentielles, etc. Ceux qui iront aux élections législatives, alors doivent être des partis légaux. Qu'est-ce qu'on appelle parti légal? On doit enseigner ça. Mais est-ce que c'est tous les partis de la République qui iront maintenant aux élections lorsqu'ils ne respectent pas les conditions? Mais pourquoi la loi a parlé et on veut nécessairement aller alors qu'on n'a pas rempli toutes les conditions? Voilà, il y a un peu de tout. Et je m'avais dit également que si je ne suis pas prêt pour aller aux élections, c'est parce que je n'ai pas rempli certaines conditions. Point. Je dois respecter la loi de mon pays. Mais pour la prochaine fois, je vais me préparer. Pour la prochaine fois, je vais me préparer pour que personne ne me dise que je ne puisse aller aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que j'ai raté les élections cette année que prochainement, je vais rater. Donc, c'est pour vous dire que le respect de la loi, là, c'est indispensable et c'est ça qui incarne la paix dans un pays. Et je suis en train de voir que si les teneurs politiques de ce pays mettent à côté le respect de la loi, alors nous allons à la dérive. Et notre pays sera comparé à d'autres pays où il n'y a jamais la paix, alors qu'on ne peut jamais construire un pays sans la paix. Voilà. Honorable Malerossou, par rapport justement au respect de la loi, il y a un adage qui est tiré du latin, la loi est dure, mais c'est la loi. Et ça peut toujours créer des grincements dedans, mais lorsqu'elle est déjà matérialisée en tant que loi, suivant les procédures régulièrement à l'Assemblée nationale ou dans les institutions habilitées, et que c'est validé, si on n'a pas toujours réussi à s'y conformer, est-ce qu'on ne devrait tout de même pas le respecter? Est-ce que ça ne devrait pas être une valeur aussi qu'on doit avoir en soi en tant que citoyen? Non, je crois que la loi doit être respectée. Si moi, j'ai décidé de ne plus me présenter aux élections, c'est ma conviction. Mais même si j'avais pas refusé, la loi qui a été votée, c'est un peu dur pour moi. C'est un peu dur dans la mesure où un député, bon, disons, un parti doit payer des centaines de millions. Et si on fait le calcul, un député doit payer au moins 3 millions de francs. Or, avant, on payait combien? Mais si je veux être honnête, moi, Malerossou, je vais dire non, je ne veux pas. Mais je ne veux pas empêcher les autres de partir. Moi, je ne peux pas. Je vais payer 3 millions. Je vais payer les frais de campagne, tout ça là. Où je vais gagner? Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Et si c'est vraiment, on dit, bon, c'est pour défendre le pays, les intérêts, bon. Non, ça c'est un peu compliqué. Parce qu'un député, on dit que c'est un député de la nation. Est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt général? Si c'est pour l'intérêt général, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'intérêt personnel, tu peux dire ça, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Non, c'est pas bon. La loi doit être respectée. Si il y a deux tendances à l'Assemblée en son temps. Et la majorité a voté cette loi.
la minorité est obligée de respecter. Et moi, j'ai fait 2 mandats et c'est ce qui s'est passé. Chacun à son tour. Peut-être la majorité aujourd'hui peut devenir la minorité demain. Donc, si on a la crainte de Dieu et si on sait que ce que je fais, c'est pour le pays, on n'a pas besoin de faire de bagarre. On n'a pas besoin de violence. Avec des paroles de dialogue, on va aller et on parle et quelqu'un, l'autre dit, c'est ça que je veux et après il a consensus. Mais lorsqu'il a intérêt personnel à faire de consensus là, les gens ne veulent plus écouter. Hein. Ah oui, s'il y a intérêt, mais s'il n'y a pas intérêt personnel, c'est très facile d'avoir le consensus. Donc ce qui s'est passé chez nous, je crois que d'autres disent, la loi là, que ça ne peut pas marcher. La majorité a dit que ça doit marcher. Et c'est ça qui a amené le conflit. Donc je crois que désormais, il faut qu'on sache qu'une loi qui a été votée, nous devons respecter ça. Très bien. Bertin Dimiton-Lali, lorsqu'on n'est pas peut-être d'accord et que tout de même les règles existent, on doit les respecter et qu'on a des frustrations en soi, comment doit-on procéder pour revendiquer ses droits? Et là, c'est de façon générale, hein, puisque parfois on confond manifestation et violence, on ne sait plus si c'est légal ou pas, parfois on fait du procès aux autorités. Quels sont les moyens légitimes pour revendiquer? Au fait, est-ce que moi-même, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Parce que avant que je ne porte feu vers l'autre, c'est symbolique, hein? C'est que moi-même je suis en feu. C'est là où je parle d'écologie intérieure. Nous parlons loi. La loi commence où? Ça commence, c'est partout. Est-ce que vous voyez? Pour l'enfant, je vais toujours y revenir. Pour l'enfant, vous savez qui représente la loi pour l'enfant? Sous le toit? Dites-nous. C'est le père. C'est le père qui apprend à l'enfant qu'il y a des limites à ne pas franchir. Parce que l'enfant, lui, le besoin exploratoire le porte à aller dans tous les sens. À aller dans tous les sens. C'est le papa qui dit non, tu ne peux pas aller jusque-là, etc. La maman aussi, hein, mais surtout le papa. Donc, pour l'enfant, le papa représente la loi, l'autorité, le patron, Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, comment est-ce que sous le toit, quand on n'est pas d'accord, on réagit? C'est là, ça s'apprend. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants à savoir réagir en leur servant de modèle. Moi, je ne vais pas dire comment réagir, non. Tout qu'on fait, c'est qu'il y a des vertus. Il y a des vertus dont nous ne pouvons pas nous passer. Si nous nous en passons, nous allons détruire notre vie, détruire notre environnement. Il y a la patience, la modération en tout, le détachement, ne pas que je m'attache, etc. C'est ce que je veux. Là, on dit, on s'accroche. Il faut la générosité, il faut l'humilité. Voilà des attitudes. Mais j'ai bien dit, il faut faire découvrir aux citoyens les ressources qu'il a amenées ici. Nous avons des ressources en nous. L'estime de soi, par exemple. Oui, il faut aider l'enfant à avoir l'estime de soi. Il faut lui faire découvrir les richesses qu'il a en soi. Il faut lui montrer, sans lui dire respecte, démontre le respect, etc. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour nous ramener, du moins ceux qui n'ont pas encore le sens du civisme, le sens de la citoyenneté. Nous tous, nous en avons besoin, hein, parce que dès lors qu'on se dit oui, je suis vertueux, on commence déjà par tomber dans le vice. Nous en avons tous besoin.
D'accord. Merci. Félix Dossou-Dossa, on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, mais lorsqu'on bien n'est pas d'accord, comment est-ce qu'on procède? Mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord, le système partisan a déjà prévu les voies de recours. C'est simple. Vous allez vous recourir quand même à ces voies-là. Vous écrivez à la Cour constitutionnelle. C'est la loi qui l'a dit. Si la Cour constitutionnelle vous donne raison, alors je pense qu'on doit revenir sur ce qu'on t'a imposé. Mais si la Cour constitutionnelle ne te donne pas raison, tu seras obligé alors de te plier à la loi, parce qu'il s'agit de la loi de la République que l'on doit respecter. Mais vous savez, la Cour constitutionnelle peut donner un résultat qui ne pourrait pas m'enchanter. Ce n'est pas pour autant que je vais décider, n'est-ce pas, prendre par la voie de la violence. Non, puisque la démocratie même en elle a déjà donné d'autres solutions pour pouvoir régler ces problèmes-là. Ça peut ne pas être immédiat, mais dans l'avenir. Bon, moi, je suis en train de... Dans mes observations, j'ai constaté que on n'est pas contre le système, peut-être on est contre de la personne. C'est un peu dangereux. Si vraiment on est contre le système et que ce n'est pas contre la personne qu'on est en train d'agir, il y a ce qu'on appelle les urnes, l'alternance démocratique. Nous nous préparons pour ça. J'attends mon tour et je me prépare ardemment. Mais lorsqu'on ira aux élections prochainement, si d'autres voient ma raison, ou bien d'autres abordent les choses dans les mêmes conditions que moi, mais nous allons changer la tête du pays et les choses seront changées. On va continuer notre travail. Réglementairement. Voilà. C'est ça la voie des urnes. C'est ça surtout. Au lieu de choisir ça, les gens choisissent la violence. Il y a aussi le dialogue. Bon, je pense que le président de la République, que je continue de saluer, n'a pas été heureux de voir certains partis ne pas aller aux élections. Et c'est pourquoi il a décidé qu'on revoie un peu et qu'on prenne comment une loi dérogatoire à l'Assemblée. D'accord. Voilà. Alors, sur ces images qui sont à l'écran, on voit un peu les résultats d'un sondage réalisé par Friedrich Ebert et l'Institut de recherche empirique en économie politique. C'était en juin 2014. Et notamment, je ne sais pas si la visibilité est bonne vu notre position ici, mais ce qui importe de savoir, c'est que dans cette enquête qui a été réalisée, on note que 87% des populations enquêtées au Bénin ici disent ne jamais utiliser la force ou la violence pour une cause politique et 57% disent ne jamais participer à une manifestation ou à une marche de protestation. 87% sont contre, bien sûr, l'usage de la violence. C'est, bien sûr, je le rappelle une fois encore, les résultats rendus publics par l'Institut de recherche empirique en économie politique et Friedrich Ebert, qui est une fondation. Alors, lorsqu'on voit un peu de tels résultats, est-ce qu'on peut en être fier aujourd'hui et être aussi, on va dire, optimiste que les choses vont évoluer? Je pense bien que les choses vont évoluer parce que ce qui s'est passé, la population pouvait d'espoir de se soulever plus que ce que nous avons. Ça veut dire que notre population a mûri. La maturité politique du Béninois a grandi. Voyez-vous? Donc, et c'est un résultat qui ne nous trompe pas. D'accord. Et je pense que tous ceux qui vont emprunter la voie de la violence dans l'avenir n'auront pas gain de cause. Voyez-vous, ce n'est pas de ça. Nous voulons construire notre pays. Nous ne voulons pas détruire notre pays. Mais si, parce que toi, tu ne peux pas être élu cette année, que tu vas procéder par cette manière, nous disons non. Si la cause était commune, parce que si on me bloque, on dit qu'on me bloque d'aller aux élections, à cause de ça que je vais susciter les gens à la violence, ça devient conflit à intérêt personnel. Vous voyez?
Bon, maintenant, ce que tu iras faire à l'Assemblée, les autres aussi pourront le faire là-bas. Bien sûr. Voilà. Très bien. Alors, honorable Malekhossou, je vais peut-être toujours vous poser la même question, mais avec un exemple caricatural. Et si je suis peut-être dans le décor, vous aurez l'occasion de me le dire. En football, par exemple, il y a des règles qui sont connues de tous. Et il arrive parfois que l'arbitre qui est au centre du jeu, qui arbitre la rencontre, commette des erreurs, siffle des pénaltys qui sont sujets de controverse ou de, on va dire, de contestation. Mais ce n'est pas pour autant que le match s'arrête, non, honorable Malekhossou? Est-ce que si on prend cet exemple, est-ce qu'on ne peut pas aussi en faire autant dans la vie quotidienne? Non, moi, je crois que si nous prenons l'exemple des matchs, c'est clair. C'est clair, le processus continue. Et les autres ne vont pas aux élections. Et c'est à cause de ça qu'on va diviser le pays. Vraiment, personne n'est d'accord. La violence qui a eu lieu le jeudi, le 1er et le 2, nous n'avons jamais vu ça dans ce pays. C'est pour la première fois. Et que cela soit la dernière. Parce que si on analyse, c'est que les politiciens, en majorité, oublient Dieu. Oublient Dieu, je dis que... Moi, j'ai des exemples. En 2011, c'est un petit exemple, moi, je dis, je vais à l'Assemblée, mais je vais faire 2 mandats. J'ai demandé à Dieu. J'ai demandé en 2015, mais les gens m'ont dit, je vais repartir. J'ai dit non. Qu'est-ce que je vais faire encore là-bas? Mais en 2009 à 2011, on a perdu 3 collègues députés. Et c'est des amis. C'est des gens qu'on reste ensemble, qu'on est restés ensemble. Et ils ont dit, ah, nous on continue. Moi j'ai dit, je termine en 2015. Les autres ont dit, nous on va continuer. Pourquoi tu dis ça? Ceux-là ne sont plus avec nous aujourd'hui. Les autres qui sont calés, volontairement ou involontairement. Mais si vous allez là-bas, est-ce que vous savez ce que vous allez rencontrer comme problème? Est-ce que ce n'est pas un bien que Dieu vous a fait pour vous caler? Mais il faut être croyant. Ce que je dis là, si tu n'es pas croyant, tu ne peux jamais dire ça. Moi, je dis à mes collègues de prendre sa patience. Dieu n'a pas voulu qu'il siège à l'Assemblée en 2019. Et c'est parti remise. Ils n'ont qu'à prendre ça. Et ce n'est pas à cause de ça maintenant que nous allons dire au chef de l'État de démissionner. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment que les gens se comprennent. Ça ne fait pas partie des valeurs qui sont les nôtres ici, de toute façon. Bertin Adimiton-Lali, il y a aussi une question fondamentale. C'est, on va dire, l'attitude que la personnalité doit avoir devant le pouvoir de l'argent. Si, dans la cité, on vous propose de l'argent pour commettre un tel acte qui n'est peut-être pas salutaire, comment doit-on se comporter? Puisque tout à l'heure, nous avons quand même reconnu unanimement que tout le monde ne travaille pas forcément et qu'il y a des gens désœuvrés dans la nation. Mais comment doit-on les éduquer pour qu'ils résistent devant le pouvoir de l'argent? Avant de répondre à cette question, je repars en arrière. Chacun devrait travailler. Si on a des parents responsables, des parents qui se sont construits, ont fait un projet de mariage, qui ont étudié le projet l'un de l'autre, qui ont un objectif dans leur vie, un objectif pour leur progéniture, ils doivent avoir du travail. Chacun doit avoir son travail avant qu'ils ne se mettent ensemble. Et j'ai dit que l'enfant généralement naît travailleur. C'est nous qui le rendons paresseux. L'enfant qui naît de 2 parents, l'un est menuisier, l'autre vend peut-être des fruits. L'enfant là a la chance de s'y connaître un temps soit peu en menuiserie et aussi la chance d'aller au marché acheter des fruits. Tous les jours ne sont pas jours d'école quand même. C'est ça, la parentalité responsable. L'enfant là, les parents doivent le faire rêver.
Donc aucun enfant ne devrait être sans emploi. Ça nous revient, nous parents. Parce que être travailleur, ce n'est pas nécessairement travailler avec le diplôme qu'on a obtenu. C'est pouvoir, c'est faire preuve de créativité. C'est l'une des ressources de l'âme. Faire preuve de créativité, se recréer son univers, son monde. Rêver grand, travailler dur. Ça fait d'ailleurs partie des valeurs d'un bon citoyen, qu'un bon citoyen doit cultiver. Alors, le rapport à l'argent. Est-ce que l'argent a toujours existé? Je dis non. Il y a des ressources. Il y avait des ressources. L'argent n'a fait qu'arriver après. L'argent, c'est un moyen de troc. Plus travailler. Ce n'est pas je prends contre 2 mesures du maïs, moi je vais te prendre tel nombre de tubercules de... Non. Le rapport à l'argent. L'argent, c'est un outil. Et si l'argent doit m'utiliser pour que je fasse n'importe quoi, pour que je fasse des choix peu responsables, c'est que je suis esclave. Et tout nous revient un jour ou l'autre. Je dois chercher à me valoriser. Je dépasse l'argent debout. Parce que ce que j'ai moi-même en moi-même, le vrai moi-même là, c'est l'âme. Je dépasse tout ça. L'âme, c'est l'abondance. Vous voyez? Et tant que je ne vais pas voir l'argent comme... Si je vois l'argent comme quelque chose qui doit prendre le volant de ma vie, c'est que je ne suis plus moi-même. Donc, il faut que je sache faire des choix responsables. C'est ça. D'accord. Alors, il y a aussi une question fondamentale, c'est que parmi les dispositifs mis en place par l'État afin d'assurer la sécurité des populations, il y a les forces de l'ordre, la police ou l'armée en général. Quel doit être le degré de collaboration, Félix Danso-Dossa, entre les populations et l'armée? Bien. Je vais placer un petit mot par rapport à l'amont de l'argent. Quand vous lisez qu'on appelle Proverbe 22, vous allez constater, premier verset, on a dit là que la réputation est préférable à la richesse. La réputation est préférable à la richesse. Et l'homme même est riche en soi. C'est parce qu'il n'a pas été chercher cette richesse-là qu'il est là, pauvre. Vous voyez, c'est comme ça. Alors donc, le frère a déjà tout décrit. C'est pour vous dire que l'argent, suite à ce qui s'est passé ici le 1er et le 2, moi j'ai un professeur syndicaliste. On est venu le voir, on lui a donné 10 000 francs, 10 000 francs, de rejoindre rapidement le groupe pour la marche, pour qu'on aille casser tout sur la voie. Il a dit, je vais casser ce que j'ai souffert moi pour construire, je ne le ferai pas. Voilà la réputation. Il n'a pas pris l'argent. Ils sont partis casser. Mais ça attend qui? On va s'endetter pour reconstruire. Et c'est les mêmes qui ont cassé là, qui vont encore payer d'une manière ou d'une autre. Et ça prouve déjà que les gens ne sont pas réfléchis autre, ou bien ils ne réfléchissent pas avant d'agir. C'est pour moi la chose, tu me dis d'aller casser. Comment je vais casser? J'en ai besoin. Donc c'est pour vous dire que l'argent, sincèrement parlant, l'argent est important dans la vie d'un individu, mais c'est déjà en nous. Il suffit seulement de mettre sa valeur en œuvre pour trouver cet argent-là. Je ne peux pas aller loin. Mais je vais vous dire que par rapport à la question que vous avez posée, oui. Le comportement de la police républicaine vis-à-vis de la population, voilà, je leur tire chapeau. Ce qui s'est passé, on aurait assisté au pire. Qu'est-ce que nous entendons dans la ville? On a tiré à balles réelles sur des gens, les gens sont morts, tout ça.
Voilà que moi, je n'ai pas vu. Malheureusement, vient de présenter les condoléances et de souhaiter la guérison. Mais il a dit qu'il n'a pas vu lui aussi. Moi aussi, je n'ai pas vu. Les télévisions n'ont rien montré. Tant mieux. Mais j'ai constaté que ils ont fait preuve de retenue. La police républicaine a bien respecté les instructions du gouvernement. Puisque Saka Lafi a dit qu'il a donné l'ordre ferme qu'on ne tire sur personne. Sinon, ce qui s'est passé à Savère, on aurait déploré pas mal de morts. Donc, j'apprécie vraiment le comportement et je leur demande de continuer sur cette lancée-là. De toute façon, nous allons éduquer notre peuple. Ce n'est pas... Si nous tuons les citoyens, nous allons gouverner quoi alors? Parce que les citoyens devraient savoir que la mer est là pour les protéger plutôt que pour les agresser. Absolument, absolument. Mais si naïvement les gens se jettent dans la rue pour des actes de vandalisme, mais ils peuvent faire preuve d'autres moyens, mais lorsque on aurait constaté que le pire, enfin, de toute façon, il faudrait qu'ils se protègent en voulant protéger aussi les autres. Alors, dans cette situation, ils savent comment le faire. Nous ne le souhaitons pas dans notre pays ici. On ne le souhaite pas et il n'en sera jamais question. Très bien. Voilà. Honorable Malekhossou, par rapport à cette question de la police ou encore de l'armée en général, est-ce que les populations ne devraient pas revenir à l'objectif principal, fondamental, qu'il devrait y avoir un lien de collaboration plutôt qu'un lien, on va dire, peut-être de haine entre la population et l'armée? Non, je profite de votre micro pour remercier le général Rounonkwe avec tous ses collaborateurs. Parce que ce qui s'est passé, les forces de sécurité publique ont pris beaucoup de patience. Je les remercie. Parce qu'on a vu des jets de pierre en direction des agents. Je n'ai jamais vu ça. Et la population doit savoir que les forces de sécurité sont là pour les garder. Ils ne sont pas là pour leur faire du mal. Si le ministre de l'Intérieur a envoyé les agents des forces de sécurité publique sur la voie, les dégâts, c'est qu'ils sont en train de semer des dégâts. Ils sont en train de tout casser. Et vous voulez que la police croise les bras? Ce n'est pas possible. Donc, nos citoyens, nos concitoyens doivent quand même savoir que ceux-là, sans ceux-là, nous n'aurons pas, sans la police, on n'aura pas la paix. Tu quittes ici maintenant, tu commences à crier, mais c'est la police qui viendra à ton secours. Donc ils sont là pour nous, ils sont là pour nous garder. Ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Et c'est les parents qui doivent expliquer ça à leurs enfants. Parce qu'un responsable de 25 ans ne peut pas lancer des cailloux en direction des policiers. Donc, je demande aussi aux religieux, parce que les grandes religions ici, on en a beaucoup. Il y a la catholique, les musulmans, les évangéliques, les chrétiens, vraiment, au cours de leur prière. Ah oui, les vaudounos aussi, ils n'ont qu'à parler, que Dieu a interdit de faire du mal à son prochain. Il faut qu'on répète ça. Sinon, ça va encore commencer. Mais si on reste tranquille, vraiment, qu'est-ce que le pays va devenir? Donc, je remercie les forces de sécurité en disant aux populations de savoir qu'ils sont là pour eux. D'accord. Bertrand Dimitri-Lali, je voudrais qu'on parle un peu de l'utilisation des réseaux sociaux. Vous avez commencé à mettre le doigt dessus. Et on sait que nous sommes au 21e siècle et c'est universel presque aujourd'hui. Les réseaux sociaux s'imposent. On peut faire de bonnes choses. Les gens s'enrichissent avec les applications qui sont à notre disposition sous nos cieux. Mais on sait aussi que ça peut embraser toute une nation. Il suffit juste de commencer à balancer des messages, des intoxications d'abord et après des appels à la violence. Comment alors aujourd'hui contextualiser l'utilisation de ces outils-là, aussi éduquer la nouvelle génération à bien s'en servir? Voilà, un outil est neutre. Un outil n'a pas de volonté.
c'est à moi de savoir ce que je veux en faire. Mais les gens utilisent leur Android pour se tailler une bonne vie. Mais si j'utilise mon portable pour déranger quelqu'un, pour violer son espace psychique, je vais payer. C'est ça la chose. Donc, c'est l'éducation au sens de responsabilité. Nous allons éduquer nos enfants au sens de responsabilité. Depuis la maison? Depuis la maison. Depuis la maison. Ah oui, depuis la maison. C'est ça. Si déjà moi-même parent, je suis dépendant. Ça, c'est la dépendance. Hein? Je suis dépendant de cet outil-là. Cet outil me contrôle. C'est que ça fait une valeur pour les enfants. Et nous devons aussi, ça aussi a rapport à la cyber-citoyenneté. Hein? C'est ça. Comment gérer ces outils-là en tant que bon citoyen. Je dois rappeler à mes enfants que ces choses-là ne nous font pas toujours du bien. Je vais vous raconter quelque chose. J'étais au CNHU la fois dernière. Il y avait une femme dont l'enfant était malade. Elle a déposé sa tablette sur la poitrine de l'enfant. Et quand je m'approchais là, j'ai vu l'enfant arrêter comme ça. Et j'ai dit, madame, enlevez ça. Ça nuit à l'enfant. Et quand elle a enlevé ça, elle dit, je ne comprends pas. J'ai parlé fond d'abord. Je ne comprends pas. Elle doit être d'un pays chaud là. Je ne comprends pas. J'ai parlé français donc. Elle a enlevé et l'enfant est revenu à lui. Elle a dit, vous voyez, ce sont des outils qui nous affaiblissent. Donc commençons par leur dire ce qu'il y a de mauvais dans la dépendance au TIC. Quel est leur intérêt? Commençons par leur dire. L'important, c'est de dégager sa responsabilité. Et si un enfant veut s'y adonner, s'en faire esclave, bon, c'est ça. D'accord. Félix Dansoudossa. Merci, je brûlais d'envie pour prendre la parole. Je remercie beaucoup le frère pour son éducation familiale. Mais voilà que c'est là les outils qui peut se passer aujourd'hui, n'est-ce pas, de trucs là, de l'informatique qui peut se passer aujourd'hui, d'éthique. Personne. Et ça veut dire que nous sommes à une ère où nous sommes obligés de nous adapter à la chose. Ça nous permet d'aller faire des recherches. Ça nous permet, n'est-ce pas, de nous renseigner davantage. Et je peux vous dire que aussi, ça nous rend esclaves des fois. C'est attirant. Et on a toujours envie de mettre la main sur les touches. Mais, voilà que c'est là. Il va falloir qu'on réglemente ça un peu. Et c'est ça que le gouvernement est en train de faire en faisant sortir des lois. Je pense que l'Assemblée a voté une loi contre la mauvaise utilisation. Le code du numérique. Le code du numérique. Si quelqu'un sait qu'il ne va pas se retrouver en prison, il faut que la personne sache ce qu'il doit faire avec son Android. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pendant les élections législatives, on a constaté qu'il y a une perturbation. Les gens ont critiqué le gouvernement, on a coupé, on a fait ci, on a fait ça. Mais il faut réglementer la chose. C'est là, c'est présent, ça fait partie de notre quotidien, c'est dans notre vie. Sincèrement parlant, lorsqu'on parlait ici tout à l'heure, ça n'allait pas perturber notre émission. Moi, je devais l'avoir parce que j'ai des éléments à y avoir. C'est indispensable pour la vie, n'est-ce pas, d'un citoyen moderne aujourd'hui. Mais il faudrait que ça soit accompagné d'une loi. Ce n'est pas encore fini ce que les députés ont fait. Et les décisions doivent être prises par le gouvernement pour mettre fin, n'est-ce pas, à certaines pratiques afin que nous puissions vivre aisément avec cela. C'est ça qu'il s'agit. Nous allons tout dire dans la famille. Mais les enfants se cachent pour en faire. Voyez-vous? Et nous allons même éduquer les enfants à l'école par rapport à ça, à travers la morale, le civisme.
Mais ils vont se cacher pour le faire. Je vous dis que la fois passée, j'étais au bureau quand un élève est allé me voir pour dire, monsieur le directeur, je suis allé aux toilettes tout à l'heure, j'entends quelqu'un qui parlait avec son professeur par rapport au sujet qui est donné en devoir et ils sont présentement en devoir. C'est vrai ça? Il dit oui. Et le professeur lui dit comment il faut traiter. J'ai dit mais ça c'est très bien ça. Alors j'ai dit guette-moi cet enfant-là. On a guetté l'enfant. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai pris l'Android de sa main. J'ai dit bon, j'ai fouillé, j'ai dit bon, tu as parlé avec ton professeur tout à l'heure. Oui, mon fils était dans l'autre cabine là. Ben, il t'a suivi. Mais ce n'est pas sérieux. Rapidement, nous l'avons sorti de la salle de composition. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Nous devons être imperturbables vis-à-vis de ça. Les professeurs doivent aller dans les salles, ramasser tout. Mais quand vous ramassez les androïdes, les portables, les parents surgissent en même temps pour dire que c'est pour le frère, c'est pour telle personne, et mon enfant a pris. Mais ils ne viennent jamais demander comment l'enfant travaille. C'est pourquoi quand je prends tout de suite, là, je casse en même temps devant les enfants. Pour que personne ne vienne me déranger pour ça. Viens me déranger pour l'étude, pour le travail de l'enfant, mais ne viens pas me déranger pour des choses aussi moins importantes que moi je considère. Très bien. Voilà, merci monsieur. Je vous en prie. Honorable Malkhossou. Oui, merci beaucoup. Je crois que tout ce qui s'est passé, c'est grâce aux efforts de ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux. C'est eux. C'est eux. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses racontées par les anciens présidents, mais ce n'est pas officiel. C'est nos amis là. C'est fabriqué. La plupart. Mais eux là, s'ils disent ça, quel qu'ils gagnent, je ne sais pas ce qu'ils ont comme intérêt à publier les informations pour troubler la quiétude de la population. À ce titre, je crois que les imams et membres de la fondation Malkhossou et les hauts dignitaires se sont réunis à Porto-Novo. C'était avant-hier, ou bien hier. Et ils ont demandé à ceux-là, vraiment, de cesser de parler des anciens présidents sur les réseaux sociaux. Soglo a dit ça, Yaya dit ça, vraiment. Nous les supplions. Ils n'ont qu'à laisser ça. Depuis, on n'a pas entendu que le président Talon a dit quelque chose. Hein? Ou bien depuis que... Mais on entend le président Yaya dit ça, Soglo a dit ça. Est-ce que c'est fondé? Nous leur demandons de ne plus aller sur ce terrain. Et les informations qu'ils ont l'habitude de publier, s'ils voient que ces informations-là peuvent amener trouble à leur public, ils n'ont qu'à cesser de les publier. Nous les supplions. En dehors de ça, nous avons décidé aussi de rencontrer les chefs des États, les anciens chefs d'État. Je parle des hauts dignitaires de la communauté musulmane de Guinée pour leur demander pardon, la patience, d'amener là-bas la terre. Mais c'est quoi? C'est des gens qui ont dirigé ce pays. Et nous avons dit, même s'ils sont encore en vie, peut-être Dieu veut les utiliser pour quelque chose. Nous sommes sûrs que Dieu va les utiliser pour amener le calme. Et en ce qui concerne le chef de l'État, nous lui demandons la patience. Parce que depuis là, on dit tout sur lui, mais il n'a rien dit. Il n'a qu'à continuer. Il s'agit même de voir ses frères-là. Il n'a qu'à le faire pour que la paix revienne dans le pays. C'est une déclaration des hauts dignitaires de la communauté musulmane du Bénin. D'accord. Alors justement, on va faire rapidement un dernier tour de table. Et tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur certaines vidéos qui circulent sur ces réseaux sociaux-là. Et parfois, on fait le procès aux organes de presse de ne pas diffuser ces vidéos. Mais on interdit, enfin, on est amené à ne pas faire l'apologie de la violence. Et aussi, les web activistes devaient aussi le savoir et ne pas diffuser ce genre de vidéos. Alors, quels sont les grands chantiers qui restent encore pour l'éducation de l'homme, afin que nous ayons des citoyens modèles dans l'avenir? Bertin Dimiton-Lally, ce sera la dernière question pour cette émission. Oui,
le chantier est encore très vaste. Nous, les parents même doivent accepter de se rééduquer. De se rééduquer. Eux-mêmes. S'imposer l'autodiscipline ou la discipline de soi. Et tout ça là, c'est subordonné à quoi? C'est subordonné au choix d'un objectif plus élevé. Qu'est-ce que je veux devenir? Comment puis-je profiter à ma communauté? Comment puis-je chaque jour faire un pas de plus dans la bonne direction? Et c'est ça que l'enfant regarde. L'enfant, si vous dites à l'enfant, fais ce que je dis, d'accord, il peut le faire parce qu'il craint l'autorité ou l'autoritarisme. Mais quand vous-même vous donnez l'exemple, c'est mieux pour l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, le chantier est vaste. Et j'ai dit à l'entame que les psychologues, les coachs en développement personnel et social, ils ont beaucoup de choses à faire. Il faut que l'État les valorise parce que tout nous vient de l'intérieur. Révélons-nous ce que nous avons en nous. Merci infiniment à vous. Monsieur Dansoudossa. Oui, mais dommage que c'est vite passé. Je pense que le chantier est vaste. Le chantier est vaste parce que tant que nous vivons, nous devons toujours chercher des moyens à changer la mentalité des gens. Et je pense qu'un État moderne doit être un État qui doit comprendre que la constitution de la nation se base nécessairement sur la loi, le respect de la loi. Donc, je pense qu'il y a le chantier législatif. C'est très important. Ce chantier législatif doit être respecté. Il faudrait que les députés qui connaissent bien les problèmes dont nous souffrons puissent prendre des lois pour réglementer certaines choses. C'est très important parce que s'il y a la loi, je pense qu'il y aura du calme. Et il faut lutter contre l'impunité. Ce chantier-là, le président de la République l'a abordé. Et je souhaite qu'il continue dans le même sens. Voyez-vous? Et que ça continue après lui aussi. Que ça continue après lui. C'est pourquoi je dis qu'il doit être servi de modèle. Le respect de la loi. On ne doit pas s'amuser avec nos lois. La moralisation active de la vie publique dans toutes les écoles, dans tous les centres religieux. C'est très important. Et maintenant, pour finir, je ne sais pas si vous allez faire encore un tour de table. Non. Je vais pouvoir demander à tous ceux qui sont en conflit qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit parce que nous avons un point commun. C'est la nation que nous allons construire ensemble. Nous avons des objectifs communs. C'est le développement de notre nation. Nous avons des intérêts communs. C'est chercher mieux vivre. Nous avons également des besoins communs. Et ce besoin commun-là, c'est que, tel que nous vivons aujourd'hui, il faudrait que à l'avenir, nos enfants puissent bien vivre. À partir de ce moment qu'ils ramènent la balle à terre, si ceux qui sont allés à l'Assemblée, il faut qu'ils aillent travailler, que les anciens présidents se mettent ensemble avec le président de la République actuel pour chercher des solutions aux problèmes éventuels qui auraient agité notre pays afin que nous puissions mieux vivre dans le pays. Je pense que ça va de leur crédibilité. Il faudrait qu'ils agissent dans ce sens-là. Très bien. Je vous remercie. Oui, je profite pour dire aux Béninois que ce qui nous unit est plus fort, plus que ce qui nous divise, si je me comprends bien. Oui. Parce que le Bénin est un et indivisible. Et nous n'avons pas d'autre patrie ailleurs, à part le Bénin.
je demande à tout le monde, à toute la population, de jouer leur partition. Opposants comme mouvanciers, je leur demande de rester ensemble pour bâtir ce pays, que les violences cessent. Et je demande aux religieux de parler aux fidèles chrétiens, musulmans, que tout le monde se réunisse pour prier afin que ce qui s'est arrivé le premier et le premier et le 2, que cela n'arrive jamais, jamais plus dans notre pays. Et je demande à notre frère, le PDG Bayol, d'avoir beaucoup de courage. C'est Dieu qui lui a donné le moyen et ce Dieu-là a la possibilité encore de le faire grandir. Merci infiniment à vous, honorable Yacoubou Malekhossou, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci aussi à vous, vous êtes d'ailleurs président de la Fondation Malekhossou. Merci aussi à vous, monsieur Félix Dansoudossa, acteur politique, enseignant. Et aussi à vous, Bertin Adimiton-Lali, psychologue, pédagogue aussi, puisqu'enseignant à la retraite, coach patriotico-républicain. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci aussi de nous avoir suivis chez vous. On se sépare avec cette citation de Monseigneur Isidore de Souza. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Bonne soirée chez vous.